Donc bonsoir tout le monde, merci d'être là, merci d'être venu. Donc ce soir, on a proposé une discussion sur la nouvelle loi santé, dite la loi de la modernisation de notre système de santé, présentée par préparée par Marisol Touraine depuis 2014 et votée par le Parlement 17 décembre 2015. Donc effectivement, c'est une loi avec tout un tas de mesures qui auront un impact, qui ont déjà un impact et auront encore plus avec le temps sur la vie de toutes et tous. On est tous concernés par le système de santé, on se soigne, on tombe malade, on a des gosses qui tombent malades. Et puis surtout, effectivement, c'est un secteur d'activité où il y a énormément de travailleuses et travailleurs qui bossent et que chaque changement, chaque réforme a un impact direct sur leurs conditions de travail et sur le fait d'avoir le travail ou pas. Donc c'est une loi qui, comme je le disais, est en discussion depuis 2014, a été présentée pour la première fois en 2014 par Marisol Touraine. Et cette loi votée récemment, malgré toutes les discussions, n'est pas forcément différente par rapport au projet initial qui a été proposé en 2014. Même s'il y avait des discussions sur certaines mesures qui ont effectivement retardé un petit peu le projet final. Donc c'est une loi et depuis le début c'était évident que ça serait une loi un peu fourre-tout, où on trouve tout type de mesures qu'on peut partager en deux catégories. Donc les mesures qui concernent donc les usagers et les mesures qui concernent surtout les travailleuses et travailleurs qui bossent dans le secteur de santé, même si tout ça donc effectivement se entrecoupe et ça concerne effectivement de tout le monde. Donc du coup, la première question qu'on peut se poser, comment ça se fait que une telle loi ou une telle réforme peut être discutée pendant un an et demi, donc effectivement, avant d'avoir le projet final, sans que ça fasse énormément de bruit, sans qu'il y ait de mobilisation, de propositions de la part de la société civile. Donc on peut dire que concernant cette loi, à part les cercles, on va dire un peu restreints de certains syndicats, je dirais clairement CGT Santé et Sud Solidaire, donc il n'y avait pas effectivement beaucoup ni de critiques, ni de commentaires, ni rien du tout, alors que effectivement c'est une loi, c'est une réforme qui allait changer la société, l'accès à la santé et puis les conditions de travail, surtout des gens qui bossent. Donc on aurait pu aussi partir de c'est un petit peu ce cas pour discuter un petit peu les concepts de démocratie bourgeoise, donc qui s'appliquent aujourd'hui, où effectivement on nous pond d'un coup un truc qui change profondément le quotidien et certaines habitudes, et puis on se retrouve devant le fait accompli. Pas vraiment devant le fait accompli, mais c'est vrai que ce soit les organisations politiques ou des associations qui sont plus ou moins liées, ou ont des missions qui sont liées au secteur de santé, il n'y avait pas beaucoup ni de discussions, ni de commentaires, ni rien du tout. Peut-être aussi du côté, par exemple, je dirais, pour l'organisation dont je fais partie, Initiative communiste ouvrière, peut-être qu'il fallait aussi en discuter plus tôt, analyser plus tôt, etc. On a commencé à le faire depuis maintenant au mois de octobre. Donc, et qu'on continuera à le faire parce que dans le bulletin, chaque mois, donc il y a un petit texte qui sort en expliquant telle ou telle mesure ou des conséquences de certaines mesures pour aujourd'hui et demain. De toute manière, il y a il y avait certaines choses qui sont arrivées en anticipant la loi. Donc, tout à l'heure, ma camarade va parler beaucoup plus des conditions de travail et puis quel impact a cette loi dès maintenant. Donc, la loi n'est pas encore promulguée, étant donné que les Républicains ont déposé, on fait appel au Conseil constitutionnel pour discuter l'une des mesures qui est tiers payant généralisé, mais
toute manière, on se doute bien que le Conseil constitutionnel donc déclarera la loi tout à fait constitutionnelle et donc la loi sera promulguée plus probablement à la fin de ce mois-ci ou début mois de février. Donc, comme je disais, c'est justement au tiers payant généralisé, c'était peut-être la seule mesure dont on a un peu parlé, parce que d'un côté, le gouvernement via Marisol Touraine, le présentait comme une mesure très progressiste, très novatrice, donc tiers payant généralisé, c'est tout simplement, on est beaucoup allé chez médecin et donc effectivement à chaque fois, même si c'est remboursé par la Sécu, le mutuel, on avance effectivement la partie, dans la plupart des cas, la partie mutuelle, et ce qui fait que il y a de nombreuses personnes qui se privent d'une consultation, même en étant malade, parce que justement, il n'y a pas de budget pour avancer cet argent aux médecins, généralistes ou spécialistes, ou peu importe. Donc, c'est une mesure qui, à premier coup d'œil, oui, effectivement, c'est quelque chose qui va permettre à beaucoup de personnes de respirer un petit peu et de, effectivement, aller chez médecin sans forcément avancer de l'argent. Le problème, c'est que cette mesure-là va être mise en place qu'à fin 2017. On se demande bien pourquoi, il y a des explications, mais qui, moi, personnellement, ne me convainquent pas. Après, on en discutera. Mais de l'autre côté, il y avait aussi une forte mobilisation, surtout des médecins généralistes, contre cette mesure, parce que, oui, tiers payant généralisé, c'est un peu plus de papasserie et du travail administratif pour ces médecins qui du coup doivent télétransmettre donc les données à la Sécu pour se faire payer rapidement etc. Bien entendu que lorsqu'on met sur la balance la santé, donc la possibilité d'accéder aux soins pour la plus grosse majorité des gens, et de l'autre côté, on va dire un peu de travail en plus, même c'est même pas un petit peu, c'est du travail en plus pour les médecins généralistes. Je pense qu'il y a plus de solutions pour trouver donc des solutions pour les médecins, enfin plus de chances pour trouver les solutions pour les médecins généralistes pour effectuer ce travail en plus que pour les gens ordinaires qui n'ont pas forcément le budget pour avancer, pour se soigner. Donc c'est la mesure qui effectivement fait fait débat, qui a provoqué la mobilisation, un peu comme à l'époque de loi Macron, donc où effectivement contre la loi Macron, même si la loi Macron était vraiment anti-ouvrière, dans les rues on retrouvait surtout les notaires, les avocats, etc. concernant les mesures qui les concernaient. Cette fois-ci encore, il y a tout un tas de mesures qui sont des vrais reculs et qui sont inquiétantes, mais en première ligne, on a encore trouvé donc les professions libérales qui se révoltent, qui manifestent, et de l'autre côté, donc effectivement, des gens qui sont un peu en mobilisation et de force. C'est pas partout pareil, on en parlera un peu plus tard. Donc cette mesure-là, présentée comme une mesure progressiste, etc., elle est. Donc après, la question se pose, pourquoi attendre deux ans, étant donné qu'il y a déjà, par exemple, on ferme la CAF en se disant que les gens peuvent tout faire par Internet. Il y a dans certaines régions, on ferme même le pôle emploi en condamnant les chômeurs d'aller sur Internet, etc. Donc il y a l'Internet et télétransmission et tout ça qui est mis en place assez rapidement et avec des logiciels donc effectivement très élaborés, etc. Quand ça concerne donc les usagers de la CAF ou de Pôle emploi, mais quand il s'agit des médecins libéraux et des tiers payants, du coup on est en manque des moyens, etc. Ce n'est pas vraiment le cas, puisque les assureurs privés, donc les assurances, ont des moyens, puisqu'ils l'ont dit, ont des moyens techniques qui permettraient que la tiers payant généralisé soit mis en place assez rapidement. Le problème, c'est que même si au début on disait que ce sont les assurances qui vont s'occuper de la gestion des remboursements, Marisol Touraine a tranché donc juste avant la présentation du projet final au Parlement, et donc a décidé que ça soit
bien l'assurance maladie qui s'occupe de la gestion. Donc bon, les assurants ont un peu boudé, mais de toute manière tout est mis en place pour aller vers cette, on va dire, comme je dirais, la mainmise des assureurs sur le système de paiement de santé et donc l'accès aussi à des dossiers personnels des gens, ce qui est quelque chose de vraiment très inquiétant, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'existe déjà. Ça n'existe pas déjà. Voilà, ça c'est la mesure phare dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup discuté. Il y en a d'autres aussi qui, pour moi, représentent quand même certaines avancées. Hein. On ne va pas être de mauvaise foi. Représentent quand même certaines avancées. Par exemple, la suppression de 7 jours de réflexion dans le cadre de l'interruption volontaire de grossesse. Bon, c'est symbolique, mais ça aussi, dans l'état actuel des choses, dans le contexte actuel, quelque part, ça confirme encore une fois le droit à l'avortement en France, et vu l'offensive des réactionnaires par rapport à ça, donc effectivement, c'est une bonne chose. On aurait pu aller encore plus loin. Apparemment, du côté du gouvernement, il y a de la volonté, puisque Marisol Touraine l'a répété plusieurs fois en off, et là, maintenant, elle a fait aussi en public, en disant qu'il y aura le remboursement de l'avortement qui va être mis en place. Ce n'est pas compris dans la loi, c'est en dehors de la loi, mais je veux dire, c'est une annonce quand même que on peut saluer. De l'autre côté, il y avait aussi la PMA. La PMA, aujourd'hui en France, il y a pratiquement 100 000 couples par an qui ont recours à la PMA. C'est un processus très long. Quand on dit 100 000 couples par an, d'une année à l'autre, on retrouve une bonne partie des mêmes couples. Hein. C'est parce que le processus peut durer plusieurs mois, plusieurs années. Et c'est un processus dans lequel les protagonistes sont souvent sollicités par le médecin, par le gynécologue, et notamment la femme. Donc effectivement, la loi prévoit qu'il y ait donc une prise en charge des jours d'absence dans le cadre d'un processus de PMA. Voilà, c'est quelque chose quand même qui va, et 3 jours pour l'homme, mais c'est surtout pour la femme. Donc c'est quelque chose quand même qui va dans le bon sens, mais de l'autre côté, il y a quand même une problématique de la société où c'est bien d'aider ces gens qui font recours, parce qu'ils n'ont pas forcément d'autre choix, etc., à la PMA. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, quand on a des enfants et que des enfants tombent malades, les jours ne sont pas pris en charge lorsqu'on reste avec l'enfant, lorsqu'il faut l'emmener chez médecin, etc. Donc, il y a quand même il y a des avancées, mais ce sont les avancées qui répondent à certaines demandes qu'on peut retrouver dans la société. On peut les saluer, on ne peut pas aller contre ça, mais de l'autre côté, il y a des fortes demandes de la société qui ne sont pas du tout prises en compte et pour lesquelles on fait rien. Il y a une forte aussi, il y a un volet assez large de cette loi qui lutte contre les addictions. Là aussi, il y avait une mesure phare, ce sont des paquets de cigarettes neutres. Donc effectivement, que Marisol Touraine, malgré donc des gens qui étaient contre, même dans son propre camp, a réussi à tenir jusqu'au bout. Et donc effectivement, bon, aujourd'hui, je ne sais pas si ça va changer quoi que ce soit. Chacun peut avoir un avis là-dessus. Mais de l'autre côté, tout ce qui concerne le sévrage de tabagisme n'est toujours pas ni pris en compte, ni pris, enfin, il n'y a pas comme je dis, des mesures qui permettent aux gens d'accéder plus facilement à des substituts, à des patchs, etc., ou des séances à droite à gauche, donc effectivement pour arrêter de fumer. Donc encore une fois, c'est une mesure qui va dans le bon sens, mais qui s'arrête tout de suite après le premier pas. De l'autre côté, il y a même des reculs. Il y a des études depuis la mise en place, enfin depuis la commercialisation des cigarettes électroniques. Bon, il y a tout plein d'études qui sont sorties là-dessus. Et donc effectivement, il y a nettement, selon ces études, il y a nettement une aide déjà. Déjà, ce n'est jamais prouvé que c'est quelque chose qui pousse
a commencé à fumer. Et de l'autre côté, pour certains qui essaient d'arrêter de fumer et de remplacer la cigarette par la cigarette électronique, tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, ce n'est pas si nocif qu'une cigarette. Cette loi est quelque part assez, comment je dirais, contre la cigarette électronique, dans le sens où on la met un petit peu au même niveau qu'une cigarette normale, étant donné qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour l'une, elles sont prévues pour l'autre aussi. Il y a une mesure que je trouve tout à fait bizarre qui sanctionne les gens qui fument par exemple dans leur voiture en présence, que ce soit la cigarette normale ou la cigarette électronique, en présence de leur enfant de moins de 12 ans. On sait très bien qu'à partir de 12 ans, le corps sécrète une enzyme qui du coup évacue toute nicotine, etc. Et donc on peut pas enfumer un gosse qui a plus de 12 ans. Par contre, apparemment, jusqu'à 12 ans, c'est un peu problématique. À 12 ans et un jour, ça passe. Ceci dit, il y a déjà des lois qui, de toute manière, prévoient qu'on ne fume pas dans une voiture, qu'il y ait des gosses ou pas. Donc, ça a été même confirmé récemment que la cigarette au volant est interdite. Donc, du coup, on se demande qu'est-ce que cette mesure, à part d'avoir une sanction supplémentaire pour des personnes qui sont arrêtées en infraction, qu'est-ce que cette mesure-là apporte de plus? Et qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? Donc, il y a tout plein de petites mesures comme ça qu'on retrouve à droite à gauche. On se demande, mais voilà, ça vient d'où? Ça sert à quoi concrètement? Donc apparemment, il y avait donc le volet lutte contre le tabagisme. À un moment donné, on a plutôt l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas suffisamment de mesures, donc ils ont essayé d'en rajouter, même certaines que de toute manière sont un peu, soit ils vont dans le même sens avec des textes de loi qui existent déjà dans d'autres lois, code de la route, etc. Soit voilà, c'est un peu fourre-tout. Mais après, de l'autre côté, quand on passe un petit peu à des addictions plus dures et les salles de chute, donc cette loi, encore une fois, on se retrouve dans un contexte, bon, les salles de chute, c'est quelque chose dont il faudrait discuter plus longuement. Voilà, c'est un sujet qui est très très sérieux, pour lesquels aussi il y a beaucoup d'études qui sont sorties, et au moins pour les études que moi j'ai lues, ce sont quand même des choses qui sont dans un quartier, dans une ville, d'une aide précieuse. Donc cette loi prévoit pas les salles de chute, mais prévoit expérimentation des salles de chute. Donc il y aura 3 salles de chute à Paris et à Strasbourg, et donc voilà quoi. Donc ceux qui vivent autour pourront bénéficier, mais après ceux qui sont ailleurs, donc effectivement ils ont toujours rien surtout pour celles et ceux qui sont dans une démarche de se débarrasser de certaines addictions, n'ont vraiment rien à se mettre sous la dent, ni avec cette loi non plus. Pour les addictions, par contre, pour l'alcool, il y a un net recul là, parce que il y avait au début déjà une mesure qui a aussi fâché pas mal les médecins généralistes, en même temps que tiers payants généralisés. C'était la mesure qui prévoyait que les pharmaciens peuvent vacciner les patients. Donc Marisol Touraine a reculé, donc il n'y aura pas de vaccination des patients par les pharmaciens. Mais de l'autre côté, il y avait aussi, comme je dirais, le Parlement, enfin beaucoup de petits groupes de Parlement qui ont poussé pour suppression de loi E20. Loi E20 n'est pas supprimée, mais dans la loi, il y a quand même des mesures qui permettent aujourd'hui, loi E20, donc effectivement qui est relatif à la publicité concernant l'alcool, etc. Donc il y a des mesures qui quelque part suppriment ce qui restait de loi E20. C'est une loi qui était quand même plusieurs fois attaquée dernières années, et cette fois-ci, donc effectivement, c'est la publicité pour l'alcool est pratiquement autant que patrimoine régional, pratiquement autorisé.
Donc il ne reste rien. Donc c'est quelque chose qu'on peut effectivement regretter parmi d'autres choses. Donc voilà, en ce qui concerne des mesures qui concernent les usagers. Après il y a d'autres mesures, mais qui sont là où on voit très bien que le lobby des assureurs était très puissant. C'est qu'on parle beaucoup de dossiers numériques partagés. Généralisé aussi. On parle beaucoup de mise en place de dossiers personnels numériques partagés pour les enfants au bas âge, pour lesquels les parents se retrouvent quelque part en obligation de choisir un médecin traitant. Et donc, effectivement, dès le plus jeune âge, l'enfant a son dossier personnalisé partagé entre guillemets, généralistes et spécialistes. Ceci étant dit, médecins généralistes et médecins spécialistes, ceci étant dit, rien n'empêche les assureurs d'avoir un regard sur ce type de dossier. Donc effectivement, ce sont quand même des revendications des lobbies des assureurs qui datent pas d'hier, qui datent déjà de la mise en place de l'assurance maladie, etc. Voilà, il y avait un lobby d'assureurs qui s'est rangé contre, et peu à peu ils sont en train de gagner quand même cette bataille-là avec donc effectivement la gestion des remboursements de gestion de tiers payants généralisés, où ils ont à deux poids de gagner la bataille avec le dossier personnalisé numérique. Donc effectivement, là on voit qu'il y a des intérêts des patients et des intérêts d'assureurs qui sont diamétralement opposés. Les deux ont besoin de ce dossier, parce que pour le patient, c'est dans le bien du patient aussi, pour que il y a un partage d'informations entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Il est bien plus facile de s'assurer le suivi des patients. Mais de l'autre côté, ça met en danger aussi la personne, étant donné que de l'autre côté, ce qui se prépare, c'est des assurances mutuelles sur mesure, voire des surassurances, étant donné qu'on aura l'accès à tout le parcours des personnes. Donc effectivement, ça permettra à des assureurs de pouvoir mettre en place un marketing bien plus personnalisé, et proposer aussi des assurances qui leur permettraient peut-être pas de gagner encore plus d'avantages, mais pas en perdre du tout. Voilà, ça c'est le premier point qui est très important, et ça se recoupe aussi avec la mise en place de la mutuelle obligatoire dans les entreprises. Ça, on le voit déjà depuis le mois de juillet, avec la mise en place de certaines mesures sur les mutuelles. Depuis le 1er janvier, il y a énormément de personnes dans les mutuelles. Donc effectivement, les cotisations ont augmenté en fonction de fréquentation des médecins, etc. Donc c'est quelque chose à surveiller de très près, et qui pourrait donner effectivement matière pour les dérives. Donc ça, c'est en ce qui concerne un peu grosso modo les mesures concernant les usagers. Donc il y a énormément de mesures, donc effectivement, qui vont être mises en place assez rapidement. Il y a des mesures qui sont consensuelles, comme par exemple le droit à l'oubli, j'en ai pas parlé. Ça aussi, c'est une mesure qui est très bien. Donc effectivement, chacun de nous peut se retrouver dans la situation où on a besoin de souscrire un prêt, contracter un emprunt pour l'achat de ci ou de ça. Ce sont des choix personnels qu'on n'a pas ni à juger ni quoi que ce soit. Donc avant, si on était malade d'un cancer ou d'une maladie un peu plus grave, ça restait dans le dossier. Le banquier y avait l'accès. De toute manière, on était obligé de déclarer. Et forcément, donc c'est soit il accordait pas le prêt ou empreinte, soit le taux d'assurance qui accompagnait cette empreinte était super élevé, quoi, même parfois plus élevé que les intérêts qu'on remboursait. Donc du coup, il y a le droit à l'oubli qui dit qu'effectivement, à partir d'une certaine période, en fonction de la maladie, à partir d'une certaine période, on a le droit à l'oubli, et donc on n'est pas obligé de signaler donc ces maladies-là à son banquier, son conseiller financier, etc.
c'est une bonne chose, mais je me pose encore une fois la question, est-ce que c'est fait pour, parce qu'il y a une demande, parce que les gens... enfin, parce que est-ce que c'est fait pour des raisons éthiques, parce que c'est juste, ou c'est fait parce qu'aujourd'hui, on a besoin que les gens consomment, on a besoin que les gens souscrivent les prêts, on a besoin qu'il y ait surtout les prêts immobiliers ou les prêts de travaux, de changement de voiture, etc. Donc voilà, il y a encore une fois des intérêts un petit peu. On se demande quel est le réel but de la mesure. Mesure est là, c'est au mieux, mais c'est exactement le même type de questionnement qu'on peut se poser pour d'autres mesures, à part pour interruption volontaire de grossesse, parce que je pense qu'il y a vraiment une réelle volonté de la part du gouvernement de Marisol Touraine de confirmer le droit à l'avortement en France, et par cette mesure symbolique, il le confirme. Hein. Donc voilà. Pour les autres mesures, c'est discutable. Donc on verra au fur et à mesure quel impact ça aura sur le quotidien, sur les tarifs des mutuelles qui peuvent parfois représenter des budgets vraiment colossaux pour une famille, etc. Et on peut regretter que pour certaines mesures, comme par exemple la prise en charge des jours d'absence pour un enfant malade, etc., n'étaient pas pris en compte. Comme on peut aussi regretter tout un tas de mesures qui permettent à beaucoup de gens d'accéder à un service bien plus facilement qu'avant, mais pour le coup, ces services se retrouvent assez éloignés de son lieu de vie, étant donné que cette loi aussi prévoit des changements dans l'aménagement de territoire et de présence des services de santé publics sur le territoire. Donc, c'est des groupements hospitaliers territoriaux. Et ça, je laisserai ma camarade en parler. Donc, ça va être la deuxième partie de la présentation qui va concerner beaucoup plus les hôpitaux, ce que cette loi va changer dans les hôpitaux et ce que ça va changer dans les conditions de travail des gens qui sont déjà super difficiles, comme vous allez entendre tout de suite.